On appelle l'entité responsable de ces phénomènes le poltergeist de Mackenzie. L'île des poupées au Mexique. Au cœur des canaux de Xochimilco, près de Mexico, se trouve une petite île qui attire depuis des décennies des visiteurs intrigués et souvent mal à l'aise. On l'appelle l'île des poupées et son origine remonte aux années 1950. À cette époque, un homme nommé Don Julian Santana Barra s'installa sur l'île pour y vivre seul. Il cultivait des légumes, entretenait les canaux et menait une vie isolée loin de la ville. Selon le récit qu'il a lui-même raconté, Don Julian trouva un jour le corps d'une jeune fille morte dans l'eau près de l'île. Peu de temps après, il découvrit une poupée flottant dans le canal au même endroit. Il pensa qu'elle appartenait à la fillette et il la suspendit à un arbre pour honorer sa mémoire. Ce geste simple fut le début d'une transformation étrange qui donna à l'île son apparence actuelle. Don Julian affirma plus tard qu'il entendait des murmures dans la nuit et voyait des ombres près des arbres. Il disait que la poupée apportée par l'eau était habitée par l'esprit de la fillette et que d'autres voix demandaient aussi une présence physique pour apaiser leur colère. Convaincu qu'il devait protéger l'île, il commença à récupérer des poupées abandonnées dans les canaux, les poubelles ou même auprès des habitants du voisinage. Il les accrochait aux arbres, aux clôtures et aux murs de petites cabanes. Avec les années, l'île s'est couverte de centaines de poupées parfois brisées, décolorées ou sans yeux. Certaines ont été assemblées avec des morceaux d'autres poupées, ce qui crée une impression dérangeante lorsque l'on s'en approche. Les visiteurs trouvent souvent que les poupées semblent les regarder même lorsqu'elles sont immobiles. L'humidité du canal et la végétation épaisse donnent au lieu une atmosphère presque irréelle. Don Julian vécut ainsi pendant près de 50 ans. Il affirmait que les poupées le protégeaient et qu'elles l'aidaient à garder l'île en paix. En 2001, il fut retrouvé mort dans le canal exactement à l'endroit où il disait avoir trouvé la fillette des décennies plus tôt. Cet événement a renforcé la légende autour du lieu et certains habitants considèrent encore aujourd'hui qu'il y a une présence étrange sur l'île. L'île des poupées est maintenant une attraction touristique. Les barques Trajinra y conduisent les visiteurs qui veulent voir de près cet endroit rempli de poupées suspendues. Malgré le soleil et la musique des canaux voisins, l'île conserve un silence lourd et une ambiance inquiétante. Beaucoup affirment qu'ils s'y sentent observés et que les poupées semblent changer d'expression selon l'endroit où l'on se trouve. L'histoire de Don Julian et la tragédie initiale continuent de nourrir la fascination pour ce lieu unique et troublant. La forêt rouge, le cœur radioactif de Tchernobyl en Ukraine. La forêt rouge se trouve à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl. En 1986, lorsque le réacteur numéro 4 explosa, une gigantesque vague de radiation frappa toute la région. Les arbres d'un bois voisin absorbèrent une dose tellement élevée qu'ils moururent en quelques jours. Leurs aiguilles devinrent rouge sombre, presque couleur de sang, d'où le nom de forêt rouge. Les arbres morts furent enterrés sur place dans de grandes tranchées. Pourtant, au fil des années, la végétation repoussa, créant un paysage étrange où le vivant lutte contre un sol encore empoisonné. La forêt rouge reste aujourd'hui l'un des lieux les plus radioactifs du monde. Les dosimètres s'affolent dès que l'on s'approche des zones les plus contaminées. Ce qui frappe d'abord ceux qui visitent cette zone, c'est le silence. Presque aucun oiseau, très peu d'insectes et des arbres qui semblent figés dans une posture tordue. La radioactivité perturbe la croissance des plantes et déforme parfois les troncs. Certains arbres présentent des courbures anormales comme si quelque chose les avait pliés de l'intérieur. Des guides racontent que lorsqu'ils marchent dans la forêt rouge, ils entendent des craquements soudains comme si une présence invisible se déplaçait entre les arbres. D'autres disent que certaines zones semblent plus chaudes que d'autres sans raison apparente. Il existe même des témoignages de lumière blanche ou bleutée aperçue la nuit au-dessus du sol, ce qui pourrait être lié à des phénomènes électriques mais reste inexpliqué. Plus troublant encore, certains visiteurs expliquent qu'ils ressentent une pression étrange dans la poitrine lorsqu'ils s'approchent de certaines clairières. L'air y semble plus lourd et difficile à respirer même lorsque le niveau de radiation n'est pas exceptionnellement élevé. Beaucoup disent que la forêt donne l'impression d'être vivante mais d'une manière anormale, comme si elle observait silencieusement ceux qui la traversent. La forêt d'Aokigahara au Japon.
Au pied du mont Fuji s'étend une forêt si dense que la lumière s'y perd. Aokigahara s'est formée il y a plus de 1000 ans après une gigantesque coulée de lave. La roche volcanique a créé un sol irrégulier où les arbres se sont développés en suivant des directions étranges, ce qui donne à la forêt une impression de labyrinthe naturel. Dès l'époque médiévale, elle était considérée comme un lieu peu accueillant car les voyageurs s'y perdaient facilement et certains n'en revenaient jamais. Avec le temps, Aokigahara a gagné une réputation encore plus sombre. Au XIXe siècle, des légendes racontaient que certaines familles pauvres abandonnaient leurs membres âgés dans des endroits reculés de la forêt lors de famines extrêmes. Cette pratique reste débattue parmi les historiens, mais elle a contribué à l'image lugubre du lieu. Des récits folkloriques affirmaient que des esprits appelés erraient entre les arbres. On pensait qu'ils étaient les âmes de personnes mortes seules et qu'ils attiraient les vivants au plus profond de la végétation. Au cours du siècle suivant, un phénomène tragique a renforcé la réputation d'Aokigahara. La forêt est devenue associée au suicide. Sa densité, son silence et la difficulté à s'y orienter en faisaient un lieu que certains choisissaient pour disparaître. Les autorités japonaises ont alors installé des panneaux à l'entrée des sentiers pour encourager les visiteurs en détresse à demander de l'aide. Des bénévoles parcourent encore aujourd'hui certaines zones pour repérer les randonneurs en difficulté et pour signaler les zones dangereuses. Aokigahara est pourtant un endroit fascinant sur le plan naturel. Le sol volcanique absorbe les sons, ce qui crée une atmosphère étonnamment silencieuse. Les compas fonctionnent mal à cause des dépôts de fer dans la roche, ce qui a alimenté de nombreuses rumeurs sur des phénomènes mystérieux. La forêt est également connue pour sa faune discrète et ses arbres majestueux qui dessinent un paysage presque irréel lorsque la brume s'installe. Wutouan, le village englouti par la nature en Chine. Wutouan se trouve sur l'île de Shengshan au large de Shanghai. Autrefois, c'était un village de pêcheurs prospères. Ses habitants vivaient de la mer et les maisons en pierre blanche dominaient les collines verdoyantes. Pourtant, dans les années 1990, la vie devint de plus en plus difficile. Le village était trop isolé, les ressources se faisaient rares et les jeunes habitants partirent en ville. Petit à petit, Wutouan se vida jusqu'à être totalement abandonné. La nature ne mit pas longtemps à reprendre ce que les humains avaient laissé derrière eux. Les murs des maisons furent recouverts d'un épais manteau de lierre. Les escaliers disparurent sous des plantes grimpantes. Les toits s'effondrèrent sous le poids de la végétation. Aujourd'hui, Wutouan ressemble à un village avalé par une forêt vivante. Les maisons ne semblent plus faites de pierre mais de feuilles et de branches. Quand on marche dans ces ruelles, l'air est étonnamment lourd. Le silence est presque total. Les sons de la mer n'atteignent pas les ruelles au perché et la végétation absorbe le moindre bruit. Les visiteurs expliquent que cette absence de sons humains crée un sentiment d'irréalité. Ils ont parfois l'impression d'entrer dans un endroit que le temps a oublié. Certains racontent avoir entendu des chuchotements venant de maisons complètement vides. D'autres affirment avoir vu des ombres glisser derrière des fenêtres où il ne reste plus que des cadres tordus. Parfois, des éclats de lumière apparaissent dans des pièces sans toit, ce qui donne l'impression que quelqu'un s'y déplace avec une lanterne alors qu'il n'y a personne. Wutouan est effrayant non pas parce qu'il est sombre ou hostile mais parce qu'il semble vivant. Les plantes montent le long des murs comme si elles tentaient d'engloutir les dernières traces de civilisation. Chaque maison semble respirer et la verdure paraît surveiller ceux qui s'y aventurent. Beaucoup de visiteurs ont dit avoir senti une présence dans ce village silencieux, comme si la nature elle-même observait leurs pas. L'île de Poveglia en Italie. Poveglia est une petite île située entre Venise et le Lido. Au premier regard, elle ressemble à n'importe quel fragment de terre abandonné sur la lagune, mais dès que l'on connaît son passé, son atmosphère change complètement. Poveglia est l'un des lieux les plus chargés d'histoire sombre en Europe et son isolement ne fait qu'accentuer le sentiment d'oppression que ressentent ceux qui l'approchent. Au XIe siècle, Venise était frappée par la peste noire. Pour limiter la propagation de la maladie, les autorités décidèrent d'isoler les personnes infectées sur Poveglia. On y envoyait des bateaux remplis de malades qui y mouraient souvent quelques jours après leur arrivée. Certains récits anciens parlent de milliers de corps brûlés sur l'île. Le sol est tellement imprégné de cendres qu'on raconte qu'il en est composé en grande partie.
Les fouilles archéologiques sporadiques ont confirmé la présence de nombreuses fosses communes même si leur nombre exact reste inconnu. Au XVIIIe siècle, Poveglia fut de nouveau utilisé comme station de quarantaine pour les bateaux qui entraient à Venise. Les voyageurs présentant des symptômes étaient retenus dans un bâtiment austère construit près du centre de l'île. Beaucoup ne survivaient pas et la réputation sinistre de l'île se renforça. Les habitants de Venise évitaient même de regarder en direction de Poveglia de peur d'attirer la malchance. Au XX siècle, l'île prit une nouvelle direction inquiétante. On y construisit un hôpital psychiatrique qui fonctionna jusque dans les années 1960. L'établissement était mal équipé et mal géré, ce qui entraîna de nombreuses histoires de mauvais traitements. Des rumeurs apparurent concernant un médecin qui aurait mené des expériences douteuses sur les patients. La légende raconte qu'il aurait fini par se jeter du haut du clocher de l'hôpital. Ce récit n'est pas prouvé historiquement, mais il est raconté depuis des décennies par les habitants de la région. Bien que l'accès à Poveglia soit aujourd'hui interdit par le gouvernement italien, certains pêcheurs et quelques visiteurs clandestins ont raconté des expériences troublantes. Certains pêcheurs disent avoir entendu des cloches résonner alors que le clocher n'a plus de cloche depuis des décennies. Des visiteurs rapportent une sensation d'être observés dès qu'ils posent le pied sur l'île, comme si quelqu'un les suivait entre les ruines envahies par la végétation. Plusieurs personnes affirment avoir ressenti une oppression soudaine et un souffle glacé dans certaines pièces de l'ancien hôpital même en plein été. Des voix lointaines ont été signalées dans les couloirs vides, ce qui pourrait être dû à l'écho, mais cela renforce la sinistre réputation du lieu. Rien de tout cela n'est scientifiquement prouvé, mais suffisamment de récits similaires existent pour que Poveglia soit considéré comme l'un des endroits les plus effrayants du monde. Sa combinaison d'histoires tragiques, de bâtiments en ruine et d'isolement total fait naître un sentiment de malaise immédiat. Le silence autour de l'île est profond et les structures abandonnées semblent figées dans le temps. Le phare de Flannan Isle en Écosse. Les Flannan Isles sont un petit archipel perdu au large de l'Écosse. L'île principale, Éléan Mort, abrite un phare construit en 1899. C'est un lieu battu par les vents, souvent entouré d'une mer agitée et enveloppé d'un brouillard épais. De jour comme de nuit, on y ressent un isolement absolu. Pourtant, ce qui rend ce lieu si célèbre et si inquiétant est la disparition inexpliquée de ses 3 gardiens en 1900. Le 26 décembre de cette année-là, un navire de ravitaillement arriva près de l'île. Normalement, les gardiens de phare allumaient un signal pour accueillir le bateau, mais cette fois aucune lumière ne venait du phare. Lorsque l'équipe à bord accosta, elle trouva la porte du bâtiment ouverte. À l'intérieur, la table était dressée comme si un repas avait été interrompu. Les manteaux des gardiens avaient disparu sauf un. Les horloges s'étaient arrêtées à des heures différentes, comme si le temps s'était brisé en plusieurs endroits du phare. Les carnets de bord mentionnaient des choses étranges. Le gardien avait noté une tempête terrifiante, plus violente que tout ce qu'il avait vu. Pourtant, les registres météorologiques montrent qu'aucune tempête n'a été enregistrée dans la région à cette date. Les 3 hommes ne furent jamais retrouvés malgré les recherches. Depuis cette disparition, des marins affirment avoir aperçu des silhouettes sur la galerie du phare alors qu'il est aujourd'hui automatisé et inhabité. Certains matelots disent entendre des appels lointains venant de l'île par temps de brume. D'autres racontent qu'ils voient une lumière vaciller dans la tour alors que l'électricité y est totalement coupée. Les quelques visiteurs autorisés à approcher l'île parlent d'une ambiance oppressante. Le vent y produit des sifflements mélangés qui ressemblent parfois à des voix. L'île est silencieuse mais donne l'impression d'être habitée par une présence invisible. Le simple fait de marcher dans un endroit où 3 hommes ont disparu sans laisser de traces ajoute à l'inquiétude. Le complexe hospitalier de Belitz-Elstatten en Allemagne. Au cœur d'une forêt située au sud-ouest de Berlin se trouve un immense ensemble de bâtiments abandonnés. Belitz-Elstatten a été construit au début du XX siècle pour servir de sanatorium destiné aux patients atteints de tuberculose. À cette époque, les soins consistaient principalement à exposer les malades à de l'air frais et à les garder dans des salles lumineuses. Le complexe possédait donc de larges fenêtres, de longues galeries et plusieurs pavillons entourés d'arbres. En apparence, il s'agissait d'un lieu paisible, mais son histoire a peu à peu transformé ces bâtiments en un décor inquiétant.
Pendant la Première Guerre mondiale, l'hôpital fut réquisitionné pour soigner les soldats blessés. C'est ici que fut soigné Adolf Hitler en 1916 après avoir été blessé au front. À partir de ce moment, le lieu traversa plusieurs périodes d'occupation. Il servit ensuite d'hôpital militaire pour les nazis, puis après la Seconde Guerre mondiale, il fut utilisé par l'armée soviétique. Certaines parties du complexe restèrent actives jusqu'aux années 1990 avant d'être complètement abandonnées. La nature reprit rapidement ses droits. Les plafonds s'effondrèrent dans certaines salles et les murs se couvrirent de moisissures et de plantes grimpantes. Les longs couloirs sont maintenant vides et résonnent d'un écho étrange lorsque quelqu'un y marche. Les visiteurs autorisés pour des visites guidées disent que l'atmosphère y est lourde dès l'entrée. Les pavillons s'étendent sur plusieurs hectares et beaucoup de pièces sont plongées dans une obscurité totale même en plein jour. Avec le temps, Belitz-Elstatten est devenu un lieu de légende. Les photographes urbex, les visiteurs nocturnes et les guides ont rapporté plusieurs événements étranges. Des visiteurs ont affirmé avoir vu des ombres traverser les couloirs sans produire de bruit, ce qui crée un sentiment de présence constante derrière soi. Dans les salles où les opérations étaient pratiquées, des témoins racontent avoir senti une odeur subite d'antiseptique ou de fer, comme si l'endroit se souvenait encore de ce qui s'y passait. Plusieurs guides affirment que des portes se ferment parfois alors qu'il n'y a ni vent ni courant d'air. Même si beaucoup de ces phénomènes peuvent être expliqués par les structures fragilisées par le temps ou les effets d'écho, les récits continuent de circuler. Le mélange entre la grandeur des lieux et leur état de délabrement crée une ambiance que beaucoup décrivent comme oppressante. Les anciens pavillons soviétiques contiennent encore du matériel abandonné comme des lits rouillés, des fauteuils d'opération, des chariots médicaux et des archives ouvertes par l'humidité. Ce qui rend Belitz-Elstatten particulièrement effrayant est la superposition de toutes ces histoires. Il y a eu des malades, des soldats blessés, des opérations expérimentales, des périodes de guerre, des années d'abandon et une lente décomposition que la forêt a enveloppée. Lorsque l'on marche dans ces couloirs silencieux, on a l'impression de traverser plusieurs époques à la fois et beaucoup pensent que ce passé n'a jamais totalement quitté les lieux. Elton, le village abandonné de Boston Township aux États-Unis. Elton est le surnom donné à une zone de Boston Township dans l'Ohio. Dans les années 1970, le gouvernement américain déclara cette région d'utilité publique afin de créer un parc national. Les habitants reçurent l'ordre de quitter leurs maisons. En quelques mois, les rues se vidèrent. Certaines maisons furent murées, d'autres laissées ouvertes comme si les gens étaient partis dans la précipitation. Ce départ brutal donna naissance à l'une des légendes urbaines les plus persistantes des États-Unis. En parcourant les rues désertes de Elton, on découvre des bâtiments rongés par le temps, des panneaux de circulation qui ne mènent plus nulle part, des voitures abandonnées et des maisons dont les fenêtres sont brisées. Les visiteurs expliquent que ce village silencieux donne l'impression d'avoir été figé au moment exact où la vie s'en est échappée. Depuis la fermeture de la zone, de nombreuses histoires étranges sont apparues. Certains disent que des véhicules fantômes suivent les randonneurs avant de disparaître vivement derrière les virages. D'autres affirment avoir vu des silhouettes dans les fenêtres pourtant condamnées des anciennes maisons. Des témoins rapportent des cris lointains provenant des bois environnants, ce qui serait difficile à expliquer car la faune locale ne produit pas ce type de son. Des promeneurs racontent aussi avoir vu des lumières bouger dans les maisons abandonnées comme si quelqu'un se déplaçait avec une lampe. Pourtant, aucun accès sûr n'existe à l'intérieur de ces bâtiments en ruine. Certains visiteurs expliquent même avoir trouvé des portes ouvertes qu'ils avaient vues fermées quelques minutes plus tôt. Ce qui rend Elton effrayant, ce n'est pas une catastrophe ou un massacre mais un sentiment d'abandon brutal. Les maisons semblent encore attendre leurs occupants. Les routes deviennent désertes dès que l'on s'enfonce dans les arbres. Et surtout, la zone semble toujours enveloppée d'un silence étrange, presque épais, dans lequel le moindre bruit résonne longtemps. Beaucoup disent qu'en marchant là-bas, ils ont eu la sensation d'être observés sans voir qui ou quoi les suivait. Pripyat, la ville fantôme de Tchernobyl en Ukraine. Pripyat fut fondée en 1970 pour accueillir les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl et leurs familles. C'était une ville moderne avec des écoles, une piscine, un hôpital et un parc d'attractions qui devait ouvrir le 1er mai 1986.
Pourtant la vie de cette ville prospère s'est brusquement arrêtée après l'explosion du réacteur numéro 4 survenue le 26 avril 1986 à seulement 3 km. Le lendemain matin, les habitants ne savaient encore rien de la gravité de l'accident. Certains ont raconté que des paillettes lumineuses flottaient dans l'air. Ils ignoraient que c'était de la poussière radioactive. Le 27 avril à midi, les autorités ordonnèrent l'évacuation. Les habitants furent invités à ne prendre qu'un sac pour quelques heures car ils pensaient pouvoir revenir rapidement. Aucun d'eux n'est jamais revenu y vivre. Depuis ce jour, Pripyat est figé dans le temps. Les appartements sont remplis d'objets personnels. Les écoles ont encore des cahiers ouverts sur les bureaux. Le parc d'attractions n'a jamais servi et la Grande Roue est devenue l'un des symboles les plus tristes de la catastrophe. Les bâtiments s'effritent, les arbres poussent à travers les sols et la nature a envahi les rues autrefois animées. L'accès à Pripyat est possible uniquement dans le cadre de visites contrôlées car la zone reste partiellement contaminée. Ceux qui s'y rendent rapportent souvent des sensations et des observations troublantes. Des guides disent que les compteurs Geiger s'affolent par endroits de façon irrégulière comme si la radioactivité se déplaçait par vagues. Il existe des témoignages de silhouettes aperçues dans les bâtiments en ruine mais qui disparaissent dès qu'on s'en approche, ce qui pourrait être dû à des jeux d'ombre, mais la fréquence des récits surprend. Des explorateurs urbains ont raconté avoir entendu des bruits de pas à l'étage supérieur alors qu'aucune autre personne ne se trouvait dans le bâtiment. Beaucoup de ces perceptions peuvent s'expliquer par l'acoustique particulière des structures vides, par les animaux qui vivent désormais dans la ville ou par la suggestion psychologique créée par l'environnement. Pourtant même les guides habitués à la zone reconnaissent que Pripyat possède une atmosphère unique. Le silence y est si profond que le moindre bruit semble déplacé et l'absence totale d'activité humaine crée une sensation de vide presque oppressante. Ce qui rend Pripyat véritablement effrayante est son histoire figée. Il ne s'agit pas d'un lieu abandonné lentement. La vie y a été interrompue brusquement. Les objets personnels, les jouets, les vêtements et les documents administratifs sont restés exactement où ils se trouvaient au moment de l'évacuation. On a l'impression que la ville attend le retour de ses habitants alors qu'on sait qu'ils ne reviendront jamais. L'île d'Henderson dans le Pacifique Sud. L'île d'Henderson se trouve si loin de toute civilisation qu'elle semble coupée du monde. C'est un morceau de terre perdu au milieu du Pacifique où personne ne vit de façon permanente. Pourtant, malgré son décor tropical, elle fait partie des endroits les plus dérangeants de la planète. L'île est composée de falaises abruptes, de plages silencieuses et d'une forêt très dense où l'on ne peut avancer qu'à grand-peine. Les premiers explorateurs européens qui y débarquèrent au XVIIIe siècle décrivirent une atmosphère étrange. Ils expliquèrent que la forêt produisait des sons difficiles à identifier. Ils entendaient des bruits de branches cassées ou de pas alors qu'il n'existe sur l'île aucun animal terrestre de grande taille. Le récit le plus marquant date de 1820 lorsque les survivants du baleinier Essex arrivèrent sur l'île après le naufrage de leur navire. Ils s'attendaient à un refuge salvateur mais Henderson leur donna au contraire un sentiment d'inquiétude. La nuit, ils entendaient des craquements et des bruissements qui semblaient tourner autour de leur campement. Certains marins affirmèrent même qu'ils avaient eu l'impression que quelqu'un les observait depuis la lisière sombre de la forêt. Incapables d'expliquer ce qu'ils percevaient, ils décidèrent de quitter l'île malgré la faim et le manque d'eau. Aujourd'hui encore, les scientifiques et les rares visiteurs décrivent un silence anormal. Presque aucun bruit d'insectes, très peu d'oiseaux, et pas de vent capable de produire des effets sonores constants. Ce silence total crée une sensation de vide qui perturbe même les personnes habituées aux milieux isolés. Certains racontent qu'ils ressentent une impression de présence invisible. D'autres disent que la forêt semble les repousser ou les surveiller. La porte de l'enfer, le cratère de Darvaza au Turkménistan. Au cœur du désert du Karakoum se trouve un gigantesque cratère de feu qui brûle sans interruption depuis plus de 50 ans. Les habitants du pays l'appellent la porte de l'enfer en raison de son apparence spectaculaire et de la chaleur intense qui s'en dégage. Le site mesure environ 60 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. La nuit, on peut voir sa lueur rougeâtre à plusieurs kilomètres.
L'histoire de ce lieu commence en 1971 lorsque des géologues soviétiques explorent la région en quête de gisements de gaz naturel. Lors d'un forage, le sol cède sous le poids des machines. Une immense cavité souterraine s'effondre et un trou béant s'ouvre. Du gaz toxique s'échappe alors et risque de se répandre dans le désert et les zones habitées. Pour éviter une catastrophe, les ingénieurs décident d'y mettre le feu pensant que le gaz brûlerait en quelques jours. Le feu n'a jamais cessé. Le gaz provenant des couches souterraines est si abondant que les flammes sont restées actives jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait exactement combien de temps le cratère continuera à brûler. Des tentatives pour l'éteindre ont été envisagées mais aucune n'a réellement abouti car la chaleur est trop intense et les émissions de gaz sont imprévisibles. Même si la porte de l'enfer n'est pas un lieu avec un passé humain tragique comme d'autres de la liste, sa nature spectaculaire et les phénomènes observés contribuent à son atmosphère terrifiante. Les flammes changent brusquement de direction et de hauteur sans que le vent n'y soit pour quelque chose, ce qui surprend même les guides locaux. Des visiteurs disent avoir vu des reflets mouvants autour du cratère comme des formes sombres qui ondulent dans la chaleur, ce qui pourrait être dû aux distorsions d'air mais qui crée une impression étrange. La nuit complète du désert rend le site encore plus irréel. Le silence profond du Karakoum est brusquement interrompu par le crépitement violent du feu qui paraît presque vivant. Le SS Airfield, l'épave devenue forêt flottante en Australie. Dans la baie de Homebush près de Sydney repose un navire abandonné qui semble tout droit sorti d'un conte étrange. Le SS Airfield est un ancien cargo construit en 1911. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit au transport de marchandises et de troupes alliées. Après la guerre, il fut utilisé comme navire de ravitaillement. Lorsque son service prit fin, il fut conduit à Homebush Bay où de nombreux bateaux hors d'usage attendaient d'être démantelés. Mais le SS Airfield ne fut jamais entièrement déconstruit. La coque, rongée par le temps, resta au bord de la baie. Peu à peu, la nature transforma ce qui n'était qu'une épave en un paysage unique. Les arbres de mangrove commencèrent à pousser dans la carcasse du navire. Le bois s'enracina dans la rouille et la coque se remplit de verdure. Aujourd'hui, on voit un immense squelette de métal envahi par une forêt miniature qui flotte doucement sur l'eau. L'aspect du SS Airfield est si étrange qu'on dirait que la nature tente de réanimer un fantôme de métal. Le contraste entre le navire massif et les arbres verdoyants crée une atmosphère presque irréelle. La baie elle-même est calme mais chargée d'histoire car plusieurs autres épaves s'y trouvent encore, disséminées dans des eaux parfois brumeuses. Même si le SS Airfield n'a pas d'histoire tragique comme d'autres lieux de la liste, il reste considéré comme un endroit inquiétant en raison de ce que les visiteurs y ressentent. Certains promeneurs racontent avoir entendu des bruits métalliques résonner à l'intérieur du navire alors qu'aucune vague ne frappait la coque. Le son semble parfois venir du fond du bateau comme si quelque chose bougeait dans la carcasse. Même si beaucoup de ces phénomènes peuvent être expliqués par les mouvements de l'eau, les reflets et les arbres, le SS Airfield conserve une aura particulière. Une épave envahie par une forêt crée une image puissante qui évoque le passage du temps et le retour de la nature sur les œuvres humaines. Ce qui rend ce lieu effrayant, c'est le contraste entre la vie et la mort. Le navire symbolise une époque révolue tandis que les arbres représentent la vie qui persiste malgré tout. La scène est silencieuse et immobile, donnant l'impression que le temps s'y déroule différemment. Lorsque l'on se tient devant le SS Airfield, on ressent à la fois de la fascination et un léger malaise comme si l'on observait une créature endormie. Le Stanley Hotel aux États-Unis. Le Stanley Hotel se trouve à Est Park dans le Colorado. C'est un immense bâtiment blanc construit en 1909 par Freeland Oscar Stanley, un industriel américain fortuné. À l'époque, il voulait créer un refuge luxueux pour les voyageurs riches qui cherchaient de l'air pur dans les montagnes. L'hôtel connut dès son ouverture un franc succès, mais dès les premières années, certains employés commencèrent à parler d'événements étranges dans certaines chambres et dans les couloirs. L'un des incidents les plus célèbres survint en 1911 lorsqu'une employée de ménage fut projetée au sol par une explosion due à une lampe à gaz défectueuse. Elle survécut, mais beaucoup affirmèrent par la suite qu'elle continuait à arpenter les couloirs de l'hôtel comme si elle y travaillait encore. Dès lors, la réputation du Stanley commença à changer doucement.
On disait que les pianos jouaient parfois quelques notes seuls et que certaines chambres restaient plus froides que d'autres sans raison. Plusieurs décennies plus tard, l'hôtel devint mondialement connu grâce à l'écrivain Stephen King. En 1974, il y séjourna avec son épouse pendant la basse saison. L'hôtel était presque vide. L'ambiance lui donna un sentiment étrange et la nuit il fit un cauchemar dans lequel son jeune fils courait dans les couloirs poursuivi par un tuyau d'incendie vivant. Le lendemain, il commença à écrire Shining. L'hôtel servit alors d'inspiration directe pour son Overlook Hotel même si le film fut tourné ailleurs. Le Stanley Hotel est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Les visiteurs comme les employés rapportent différents phénomènes depuis des décennies. Beaucoup affirment avoir entendu un piano jouer quelques notes dans la salle de bal alors que personne ne s'y trouvait. Le piano appartenait autrefois à l'épouse de Stanley et certains disent sentir sa présence près de l'instrument. Dans la chambre 217, celle où Stephen King a séjourné, plusieurs visiteurs disent s'être réveillés avec la sensation que quelqu'un s'assoyait sur leur lit. Certains clients ont affirmé voir des silhouettes d'enfants courir dans les couloirs du 4e étage. Ce sont souvent des ombres rapides qui disparaissent aussitôt qu'on tourne la tête. Des guides racontent que leurs lampes s'éteignent parfois toutes seules dans certaines zones du sous-sol alors que les batteries avaient été vérifiées juste avant. Plusieurs équipes spécialisées en phénomènes paranormaux ont mené des enquêtes à l'intérieur de l'hôtel. Ils ont enregistré des voix faibles, des bruits de pas et des mouvements inexplicables de portes. Pourtant, les responsables de l'établissement expliquent que la structure du bâtiment, faite de longs couloirs et d'échos, peut amplifier certains sons et donner l'impression d'une présence alors qu'il n'y en a pas. Ben Macduy est la légende de l'homme gris en Écosse. Ben Macduy est la deuxième plus haute montagne d'Écosse et se situe dans la chaîne des Cairngorms. La région est célèbre pour son climat extrêmement imprévisible. Le brouillard peut apparaître en quelques minutes et la montagne est souvent balayée par des vents violents. Depuis des siècles, les randonneurs et les bergers racontent des choses étranges qui se produisent sur ces pentes. Le lieu est isolé, froid, silencieux et souvent enveloppé de nuages épais. La légende la plus connue parle d'une entité surnommée Aemfir Liatmor, ce qui signifie le grand homme gris. Cette créature serait une silhouette gigantesque, floue et sombre qui apparaîtrait dans le brouillard. Les récits existent depuis le VIe siècle et semblent tous décrire la même chose. Les personnes qui la rencontrent disent qu'elles ressentent d'abord une immense terreur avant même de voir quelque chose. C'est comme si une présence invisible les suivait. L'un des témoignages les plus célèbres vient de John Norman Collie, un professeur de physique et alpiniste expérimenté. En 1891, il déclara qu'en descendant de Ben Macduy, il avait entendu derrière lui de lourds pas qui résonnaient dans la brume. À chaque fois qu'il s'arrêtait, les pas s'arrêtaient aussi. Lorsqu'il reprenait sa marche, les pas reprenaient. Il affirma que cette expérience l'avait terrifié et qu'il n'était plus jamais retourné seul sur cette montagne. Les phénomènes rapportés sur Ben Macduy sont parmi les plus troublants des montagnes britanniques. Certains randonneurs affirment avoir entendu des pas immenses sur les rochers derrière eux. Les pas semblent trop lourds pour appartenir à un humain mais suivent le rythme de la marche. Il existe des témoignages de personnes qui ressentent soudainement une anxiété écrasante comme si une présence invisible les observait dans la brume. Des marcheurs expliquent qu'ils ont aperçu une grande silhouette floue semblant mesurer plusieurs mètres de haut. Dès qu'ils tentent de la fixer, la forme se dissout dans le brouillard. Certains disent avoir entendu un bourdonnement très grave et régulier qui semble venir du sol lui-même. Il existe aussi des récits de personnes qui se sentent poussées vers le bord des falaises alors que le vent était faible. Les scientifiques pensent que certains de ces phénomènes pourraient être liés aux illusions d'optique appelées spectres de Brocken. Ce phénomène se produit lorsque l'ombre d'une personne est projetée sur le brouillard par la lumière du soleil, créant une silhouette déformée et entourée d'un halo. Pourtant, ceux qui ont vécu ces expériences affirment que ce qu'ils ont vu n'avait rien à voir avec leur propre ombre. Ce qui rend Ben Macduy effrayant, c'est la combinaison de son isolement, du brouillard dense, du silence inhabituel des Cairngorms et des récits concordants depuis plus d'un siècle. Les personnes qui s'y aventurent disent souvent que la montagne semble vivante et qu'une présence les accompagne sans qu'ils puissent la voir clairement.
Kolmanskop, la ville ensablée du désert de Namib en Namibie. Kolmanskop fut fondée au début du XX siècle lorsque des ouvriers namibiens travaillant sur une voie ferrée découvrirent accidentellement des diamants dans le sable. La région fut alors envahie par des prospecteurs allemands qui bâtirent en plein désert une petite ville prospère. Kolmanskop possédait un hôpital, une centrale électrique, une salle de bal, un casino, une école et même une fabrique de glace, ce qui était exceptionnel au milieu d'un désert aride. La ville connut un âge d'or court mais intense. Les habitants vivaient dans des maisons luxueuses et la région devint l'une des zones diamantifères les plus riches du monde. Mais dès les années 1930, les gisements commencèrent à s'épuiser. Une nouvelle région minière, située plus au sud et beaucoup plus prometteuse, attira tous les travailleurs. Kolmanskop fut rapidement abandonné. Le désert commença alors à reprendre ce qui lui appartenait. Le vent transporta du sable dans les rues puis dans les maisons. Les fenêtres brisées laissèrent entrer des dunes entières. Aujourd'hui, certaines pièces sont remplies de sable jusqu'à la hauteur de la poitrine. Les écoles, les cuisines et les salons ressemblent à des scènes figées d'un passé lointain. L'impression que la ville se noie lentement dans le désert est si saisissante que Kolmanskop est souvent décrite comme un décor surréaliste. Kolmanskop n'est pas seulement un lieu abandonné et englouti par le sable. Des guides racontent que des portes se referment brusquement comme si quelqu'un les poussait alors qu'il n'y a aucun vent à l'intérieur des bâtiments. Plusieurs visiteurs disent avoir vu des silhouettes dans les maisons les plus profondes du site, mais lorsqu'ils s'en approchent, il n'y a rien d'autre qu'un jeu d'ombre créé par les rayons du soleil filtrant à travers les fissures. Il existe aussi des témoignages d'un sifflement étrange que l'on entend parfois lorsque le vent se glisse dans les structures de bois affaissées. Le son ressemble à une voix humaine et donne l'impression que les murs chuchotent. La combinaison du sable fin, du silence du désert et des maisons à moitié ensevelies donne à Kolmanskop une aura fantomatique. Le passé de richesse et de prospérité contraste fortement avec l'abandon total des lieux. Les objets laissés sur place comme des baignoires, des meubles brisés ou des photos jaunies renforcent l'impression que les habitants sont partis en urgence. Oradour-sur-Glane, le village figé dans la tragédie en France. Oradour-sur-Glane est situé en Haute-Vienne. Aujourd'hui, c'est un village en ruine où le temps semble s'être arrêté. Ces ruines ont un caractère unique car elles n'ont pas été détruites par l'abandon ou par le temps mais par un massacre resté gravé dans l'histoire. Le 10 juin 1944, une division SS allemande encercla le village sans prévenir. Les soldats rassemblèrent les habitants, plus de 600 personnes, sans donner la moindre explication. Les hommes furent envoyés dans différentes granges où ils furent abattus puis brûlés. Les femmes et les enfants furent enfermés dans l'église du village. Après avoir lancé des explosifs, les soldats mirent le feu au bâtiment. Très peu survécurent. Les ruines que l'on voit aujourd'hui sont celles laissées exactement telles qu'elles étaient après cette journée tragique. Après la guerre, le général de Gaulle décida de conserver Oradour-sur-Glane en l'état. Le village devint un mémorial permanent. Les maisons brûlées, les voitures tordues, les tramways rouillés, les lits d'enfants calcinés et les boutiques figées racontent encore ce qui s'y est passé. C'est un lieu où personne ne vit et où rien ne bouge. Un silence lourd imprègne chaque rue. La force émotionnelle du lieu crée une atmosphère unique. On marche dans un village dont les habitants sont partis en quelques heures mais dont les objets sont restés exactement à leur place. Les poussettes, les machines à coudre, les vélos d'enfants, les meubles noirs dessus donnent l'impression que la vie s'est arrêtée brutalement. Le labyrinthe volcanique d'Aokigahara-Juku au Japon. Même si la forêt d'Aokigahara est déjà connue pour son atmosphère oppressante, il existe une autre partie tout aussi troublante que beaucoup connaissent moins. Il s'agit du réseau de tunnels naturels et de grottes glacées formées par d'anciennes coulées de lave du mont Fuji. On appelle cet ensemble Juku, ce qui signifie mer d'arbres. Le sol y est différent de celui de la forêt classique car il se compose de roches volcaniques creuses et fragiles. Sous les pas se trouvent des cavités, des tunnels et parfois des gouffres invisibles. Ces tunnels se sont formés il y a plus de 1000 ans lors de l'éruption du mont Fuji. La lave coulait en surface et un canal souterrain se créait lorsque la partie supérieure refroidissait tandis que le cœur restait brûlant. En se vidant, la lave laissait derrière elle de longs couloirs sombres.
Certains mesurent plusieurs dizaines de mètres de long. Les grottes les plus célèbres sont la grotte du Vent et la grotte de la Glace. Leur température reste proche de zéro toute l'année. Des blocs de glace y demeurent même en plein été. Depuis des siècles, ces cavités étaient considérées comme des portes vers le monde des esprits. Les habitants du village de Narusawa racontaient que des silhouettes blanches sortaient parfois des grottes lorsque la nuit tombait. Certains récits parlaient de voix qui résonnaient dans les tunnels. Comme les parois sont irrégulières, l'écho crée des sons déformés. Beaucoup de randonneurs disent que ces sons ressemblent à des murmures humains lorsqu'ils résonnent dans l'obscurité. Les visiteurs qui s'aventurent dans ces grottes rapportent régulièrement des expériences troublantes, des chuchotements derrière eux alors qu'ils se trouvent dans un tunnel étroit où personne ne peut marcher sans faire du bruit. Il existe des témoignages de personnes qui affirment avoir vu une brume blanche se déplacer lentement au fond d'une grotte. Ce phénomène vient probablement du contraste de température, mais il a alimenté de nombreuses légendes. Certains randonneurs expliquent s'être sentis désorientés même dans les grottes les plus courtes, comme si leur sens de l'orientation disparaissait soudainement. Le sol volcanique et les parois irrégulières créent un effet très perturbant. Le sanatorium de Waverly Hills aux États-Unis. Situé à Louisville dans le Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills fut inauguré en 1910 pour accueillir les patients atteints de tuberculose. À cette époque, la maladie était surnommée la mort blanche car elle touchait des milliers de personnes. Waverly Hills devint rapidement l'un des plus grands centres de traitement du pays. Sa réputation était liée à la gravité des cas qu'il accueillait et à l'isolement presque total de ses patients. À son apogée, l'établissement pouvait abriter plus de 400 personnes. Les médecins pratiquaient des traitements qui aujourd'hui semblent terrifiants. Certains patients étaient attachés à des lits pour recevoir de longues séances d'exposition au froid. D'autres subissaient des opérations expérimentales où l'on retirait des côtes pour permettre aux poumons de se dilater plus facilement. Beaucoup de ceux qui entraient à Waverly Hills n'en sortaient jamais. Pour transporter les corps sans effrayer les autres patients, un tunnel souterrain fut construit. On l'appelait le Death Tunnel ou Body Chute. Ce long passage de plus de 100 mètres descendait jusqu'à la route où les corps étaient discrètement récupérés. Ce tunnel est aujourd'hui l'endroit le plus inquiétant du sanatorium. Après la découverte d'antibiotiques efficaces contre la tuberculose, l'établissement ferma ses portes en 1961. Il fut brièvement transformé en hôpital psychiatrique puis abandonné. Depuis alors, les couloirs vides, les chambres en ruine et l'immense bâtiment en nu attirent curieux et chasseurs de phénomènes paranormaux. Waverly Hills est considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis et les témoignages y sont nombreux. Des visiteurs affirment avoir vu des silhouettes humaines au bout des couloirs. Certaines restent immobiles, d'autres semblent disparaître d'un clignement d'œil. Il existe de nombreux récits de bruits de pas se déplaçant dans les étages alors que l'ensemble du bâtiment est vide. Certains guides racontent avoir entendu des pleurs d'enfants dans l'ancienne salle pédiatrique. Un petit garçon surnommé Timmy serait aperçu en train de faire rouler une balle. Le Death Tunnel est réputé pour provoquer des sensations de malaise. Certains expliquent qu'ils sentent une pression sur leur poitrine ou l'impression d'être suivis dans l'obscurité. De nombreuses lampes s'éteignent subitement dans certaines pièces avant de se rallumer d'un coup. Le bâtiment lui-même amplifie ces phénomènes. Le vent traverse les fenêtres cassées et produit des sifflements particuliers. Les longs couloirs créent des illusions sonores. Les murs sont marqués par la moisissure et donnent à l'endroit un aspect presque vivant. Ce qui rend Waverly Hills effrayant n'est pas seulement son passé médical mais aussi la quantité de récits concordants. Beaucoup y ressentent un mélange de tristesse et de tension. Les lieux paraissent chargés d'une énergie lourde. Lorsque l'on marche dans les couloirs silencieux, on ressent souvent une présence même si aucun mouvement n'est visible. Les catacombes de Paris en France. Sous les rues animées de Paris se cache l'un des ossuaires les plus impressionnants et les plus inquiétants du monde. Les catacombes sont un immense réseau de galeries souterraines qui s'étendent sur plus de 300 km. Elles étaient au départ d'anciennes carrières de pierre utilisées pour construire une grande partie de la ville. Au XVIIIe siècle, Paris devait faire face à un grave problème de salubrité car les cimetières étaient saturés.
Les autorités décidèrent alors de transférer les ossements dans ces anciennes carrières qui devinrent progressivement un ossuaire officiel. À partir de 1786, des charrettes transportèrent nuit après nuit des milliers de restes humains depuis les cimetières parisiens. Certains provenaient des plus anciens sites de la ville. On estime qu'environ 6 millions de personnes reposent aujourd'hui dans ces tunnels. Les ouvriers disposèrent les crânes et les os de manière méthodique pour stabiliser les murs. Cette organisation emmura littéralement plusieurs siècles d'histoire humaine. À la fin du VIe siècle, certains artistes et curieux commencèrent à visiter les catacombes clandestinement. Les tunnels étaient sombres et souvent inondés. Les bougies projetaient des ombres étranges sur les murs couverts d'ossements. De nombreuses légendes commencèrent à circuler à propos de ces souterrains. On disait que certains visiteurs s'y perdaient pendant des jours. Quelques-uns n'en seraient jamais ressortis, ce qui renforça la réputation du lieu. Les catacombes accessibles au public ne représentent qu'une infime partie de ce vaste labyrinthe. Pourtant, même dans ces galeries officielles, des visiteurs ont rapporté des expériences troublantes. Il existe des témoignages d'appareils photo qui cessent de fonctionner précisément à l'endroit où les ossements sont regroupés en colonnes, puis recommencent à marcher en sortant de la salle. Dans les zones interdites et hors de la portion touristique, les cataphiles, ces explorateurs clandestins, ont également raconté des phénomènes plus inquiétants. Certains expliquent avoir entendu de lointains chuchotements alors qu'ils étaient seuls dans un tunnel. D'autres disent avoir vu de petites lumières blanches semblables à des bougies alors qu'aucun autre groupe ne se trouvait dans les galeries. Des explorateurs affirment que leurs lampes torchées s'éteignent parfois toutes seules au cœur du réseau, ce qui peut provoquer une panique immédiate dans l'obscurité totale. La raison pour laquelle les catacombes sont considérées comme effrayantes tient à plusieurs éléments. Il y a la profondeur sous la ville, l'absence totale de lumière naturelle, l'humidité constante et le fait que ces tunnels abritent les restes de millions de personnes. L'atmosphère y est pesante et le silence y est plus profond que dans n'importe quel autre endroit de la capitale. La forêt Oia Basiu, le triangle des Bermudes de Transylvanie en Roumanie. À la périphérie de Cluj-Napoca en Roumanie se trouve une forêt qui semble ordinaire lorsque l'on regarde ses arbres depuis l'extérieur. Pourtant, Oia Basiu est considérée comme l'une des forêts les plus étranges du monde. Depuis les années 1960, elle attire scientifiques, chasseurs de phénomènes paranormaux et visiteurs curieux venus chercher des réponses aux mystères qui l'entourent. L'une des premières histoires célèbres concerne un berger qui serait entré dans la forêt avec son troupeau composé de 200 moutons. Aucun ne revint jamais. Les habitants locaux commencèrent à éviter Oia Basiu et la surnommèrent la forêt maudite. C'est cependant en 1968 que l'endroit prit une dimension presque mythique. Cette année-là, un biologiste prénommé Alexandru Sift photographia des formes lumineuses étranges dans le ciel au-dessus des arbres. Quelques mois plus tard, une autre photo montra ce qui semblait être un disque brillant planant au-dessus de la forêt. Ces images alimentèrent de nombreuses spéculations. Oia Basiu est également connue pour une clairière parfaitement ronde située au cœur du bois. Dans cette zone, aucun arbre ne pousse. Les scientifiques ont analysé le sol à plusieurs reprises mais n'ont trouvé aucune explication claire. La terre y est saine et pourrait accueillir de la végétation, mais elle reste nue. Les habitants disent que c'est un endroit où les esprits se rassemblent au crépuscule. Certains pensent que c'est une zone où les phénomènes inexpliqués sont les plus fréquents. Ce qui rend Oia Basiu particulièrement effrayante, ce sont les nombreux témoignages rapportés depuis des décennies. Beaucoup de visiteurs racontent qu'ils ressentent une désorientation soudaine en entrant dans la forêt. Certaines personnes tournent en rond sans s'en rendre compte même lorsqu'elles suivent un chemin clair. Certains affirment avoir entendu des craquements tout près d'eux comme si quelqu'un marchait derrière eux alors qu'ils étaient complètement seuls. Il existe des témoignages de lumières flottantes aperçues entre les arbres. Elles apparaissent puis disparaissent brusquement sans laisser de traces. Plusieurs visiteurs disent avoir été subitement pris d'un malaise ou d'une anxiété intense dès qu'ils se rapprochent de la clairière. Certains expliquent même que leurs appareils électroniques s'éteignent à cet endroit précis. Des personnes affirment aussi avoir vu des silhouettes sombres se déplacer très rapidement entre les arbres. Ces ombres disparaissent aussitôt que l'on fixe son regard dessus. Les arbres eux-mêmes contribuent à l'atmosphère étrange.
Beaucoup sont tordus en spirale comme si une force invisible les avait déformés avec le temps. Ils semblent se courber vers la clairière, ce qui donne au paysage un aspect presque irréel. Waya Bacieux est effrayante parce qu'elle mélange phénomènes naturels inexpliqués, légendes locales et témoignages contemporains. Les gens y ressentent souvent un malaise physique et une perte de repères. La combinaison de ces éléments fait de la forêt un lieu où l'on a l'impression que la réalité se déforme légèrement. Même ceux qui n'y croient pas avouent en ressortant qu'ils ont eu le sentiment d'être observés. La maison Winchester aux États-Unis. La maison Winchester se trouve à San José en Californie. À première vue, elle ressemble à un grand manoir victorien, mais lorsqu'on s'en approche, on découvre un bâtiment labyrinthique de 160 pièces. Il possède des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs, des fenêtres donnant sur d'autres pièces et des couloirs qui semblent s'entrelacer sans logique apparente. L'histoire commence avec Sarah Winchester, la veuve de William Winchester, héritier de la célèbre entreprise d'armes Winchester. Après la mort de son mari et de leur unique enfant, Sarah sombra dans une profonde tristesse. Selon la légende, un médium lui aurait dit que sa famille était maudite par les esprits de toutes les personnes tuées par les fusils Winchester. Elle devait construire une maison pour échapper à ces esprits et ne jamais arrêter les travaux, sinon les forces qui la poursuivaient la rattraperaient. À partir de 1884, Sarah Winchester acheta une ferme et commença à la transformer en un immense manoir. Les travaux se poursuivirent jour et nuit pendant 38 ans. Les ouvriers recevaient des instructions parfois incompréhensibles. Elle demandait de créer des escaliers qui s'arrêtaient au plafond, des pièces secrètes et des couloirs circulaires. Certains historiens pensent qu'elle voulait tout simplement agrandir sa demeure sans plan précis. D'autres croient qu'elle cherchait réellement à désorienter des esprits. Sarah vivait presque recluse. On dit qu'elle utilisait chaque nuit un autre chemin pour rejoindre sa chambre afin d'éviter les fantômes. Elle s'enfermait souvent dans une pièce nommée la salle bleue où elle disait communiquer avec l'au-delà pour recevoir les plans du lendemain. À sa mort en 1922, la maison resta telle quelle. Les portes ouvertes sur le vide et les escaliers impossibles devinrent une part essentielle de sa légende. Le bâtiment lui-même ajoute à l'inquiétude. Les couloirs résonnent étrangement. Les pièces sont construites de façon si irrégulière que le moindre bruit semble se déplacer dans toute la maison. On marche parfois dans un couloir qui devient soudain plus étroit ou dans un escalier qui change brutalement d'inclinaison. La raison pour laquelle la maison Winchester est si effrayante vient de son architecture volontairement déroutante. On a l'impression de perdre sa logique, comme si la maison cherchait à vous piéger. Les légendes entourant Sarah Winchester renforcent encore ce sentiment. Beaucoup disent qu'ils ressentent une présence à l'intérieur du manoir et que les murs eux-mêmes semblent avoir une intention. Le château de Bran, associé à la légende de Dracula en Roumanie. Le château de Bran se dresse sur un promontoire rocheux en Transylvanie. Avec ses tours pointues, ses couloirs étroits et sa silhouette sombre, il est devenu dans l'imaginaire collectif le château de Dracula. Même si le lien historique avec Vlad III, surnommé Vlad l'Empaleur, est ténu, ce lieu porte en lui une atmosphère assez unique qui explique pourquoi il a nourri autant de légendes. Construit au XIe siècle, le château servait d'abord de forteresse contre les invasions. Au fil du temps, il fut utilisé comme poste douanier, résidence royale puis musée. Ses murs épais, ses escaliers en colimaçon et ses pièces cachées évoquent naturellement des scènes mystérieuses. On raconte que Vlad l'Empaleur aurait peut-être été emprisonné quelques jours dans une des tours, mais rien ne le prouve formellement. Pourtant, cette simple possibilité a contribué à tisser le lien entre Bran et Dracula. Durant le XIe siècle, de nombreux récits populaires circulaient déjà en Transylvanie. On y parlait de strigoi, des esprits ou morts vivants capables de hanter les villages et d'errer la nuit. L'écrivain Bram Stoker n'a jamais visité la Roumanie, mais son roman Dracula, publié en 1897, reprit beaucoup de ces légendes. Son château fictif ressemblait étrangement au château de Bran vu de l'extérieur. Lorsque l'on regarde sa silhouette, on comprend pourquoi ce lieu est devenu le symbole du vampire le plus célèbre de l'histoire. La nuit, le château change complètement d'ambiance. Le vent traverse les meurtrières et produit des sifflements étranges.
Les arbres autour du promontoire projettent des ombres longues qui semblent se déplacer le long des murs. Le silence de la montagne environnante renforce la sensation d'isolement. Ce qui rend le château de Bran effrayant n'est pas seulement sa légende mais aussi son architecture. Les pièces étroites, les passages secrets et les escaliers abrupts donnent l'impression de se trouver dans un labyrinthe ancien. On a parfois l'impression que les murs observent ceux qui y passent. L'association avec Dracula n'a fait que renforcer cette atmosphère. Bran est un lieu où se mélangent histoire réelle et mythe. Même ceux qui n'y croient pas ressentent souvent une certaine tension en parcourant ces couloirs. Le château semble fait pour abriter des secrets et c'est cette impression qui marque le plus les visiteurs. Ashima, l'île Gunkanjima au Japon. Au large de Nagasaki se trouve une petite île qui ressemble à un navire de guerre lorsqu'on l'aperçoit de loin. C'est pour cela qu'on la surnomme Gunkanjima, ce qui signifie île cuirassée. Ashima fut l'un des lieux les plus densément peuplés du monde entre les années 1930 et 1960. L'île abritait des milliers de mineurs travaillant dans les mines de charbon sous-marines exploitées par la société Mitsubishi. Au début du XX siècle, Mitsubishi transforma cette île rocheuse en forteresse industrielle. Des immeubles en béton furent construits les uns à côté des autres pour loger les travailleurs. Les mineurs descendaient chaque jour dans d'étroits tunnels situés sous l'océan. Le bruit constant des machines et la mer qui frappaient les murs de béton donnaient à la vie quotidienne une ambiance déjà oppressante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île servit aussi de lieu de travail forcé où des prisonniers coréens et chinois furent contraints de travailler dans des conditions extrêmement dures. Beaucoup perdirent la vie dans les mines. Après la fermeture des mines en 1974, Ashima fut évacuée du jour au lendemain. Les habitants partirent si vite que de nombreux objets personnels furent laissés sur place. Depuis ce jour, l'île est restée figée dans le temps. Les typhons et le climat salin ont rongé les bâtiments. Les immeubles en béton sont fissurés et semblent prêts à s'effondrer. Les fenêtres brisées laissent voir des pièces abandonnées où les meubles se décomposent lentement. À chaque coin de rue, on a l'impression que le vent transporte encore des fragments du passé. Des photographes affirment avoir entendu des pas au-dessus d'eux dans des bâtiments pourtant interdits d'accès et complètement vides. Ce phénomène peut venir des structures fragilisées, mais il est souvent décrit comme trop régulier pour être simple. Certains explorateurs expliquent qu'ils se sentent soudainement observés lorsqu'ils traversent les immeubles effondrés. Ils parlent d'une sensation de présence lourde derrière eux. Ce qui rend Ashima effrayante est son atmosphère d'abandon total. Il n'y a pas de nature pour recouvrir les ruines. Il n'y a que du béton et du vent. Le silence est profond mais pas immobile. Les bâtiments craquent, se déforment et résonnent comme s'ils respiraient encore. La mer entoure ce décor déserté et se brise contre ses murs comme pour rappeler qu'elle finira par tout reprendre. Lorsque l'on marche sur Ashima, on ressent le poids de l'histoire industrielle, de la souffrance des travailleurs et de la rapidité avec laquelle la vie peut disparaître d'un endroit pourtant autrefois si animé. Centralia, la ville dévorée par un incendie souterrain aux États-Unis. Centralia se trouve en Pennsylvanie et ressemblait autrefois à une petite ville minière comme tant d'autres dans la région. Elle comptait des commerces, une église, une école et une communauté soudée. En 1962, les pompiers décidèrent de nettoyer une décharge située près d'une ancienne entrée de mine en y mettant le feu. Cette décision anodine provoqua l'une des catastrophes les plus étranges des États-Unis. Le feu se propagea accidentellement dans un réseau de veines de charbon souterraines. Une fois les flammes entrées dans les tunnels, il devint impossible de les arrêter. Le charbon brûle lentement mais à une température extrêmement élevée. Le feu descendit dans les profondeurs puis se déplaça à travers les galeries abandonnées. Des fissures se formèrent dans le sol de Centralia et une chaleur intense monta sous les pieds des habitants. Au fil des années, le feu ne fit qu'avancer. Des gaz toxiques commencèrent à s'échapper du sol. Des zones de la ville devinrent instables car le terrain risquait de s'effondrer sous l'effet de la combustion. En 1981, un garçon de 12 ans tomba dans un trou qui s'ouvrit soudain sous lui. Il fut sauvé de justesse. Cet événement accéléra l'évacuation. Aujourd'hui, Centralia n'est plus qu'une poignée de maisons dispersées. Les rues sont vides.
La végétation recouvre les trottoirs et les panneaux de circulation. La célèbre autoroute 61 abandonnée et fissurée et couverte de graffitis. L'incendie souterrain brûle encore aujourd'hui. Les scientifiques estiment qu'il pourrait continuer pendant plusieurs siècles. Par endroits le sol est si chaud qu'il fait fondre la neige même en plein hiver. Le paysage donne parfois l'impression que la terre respire en rejetant des volutes de fumée blanche. Le cimetière de Greffriyard en Écosse. Situé au cœur d'Édimbourg, le cimetière de Greffriyard est l'un des plus anciens de la ville et également l'un des plus redoutés. Il fut créé au XVIe siècle et devint rapidement le principal lieu de sépulture pour les habitants de la capitale écossaise. Son atmosphère est unique. Les tombes sont anciennes, parfois fissurées, les mausolées portent les marques du temps et le brouillard d'Édimbourg enveloppe souvent les pierres funéraires d'un voile inquiétant. L'endroit est aussi connu pour l'histoire des Covenantés, un groupe de presbytériens écossais emprisonnés dans un enclos du cimetière au XVIIe siècle. Les conditions y étaient si terribles que l'endroit fut considéré comme l'un des premiers camps de concentration de l'histoire moderne. Beaucoup des prisonniers moururent de froid, de faim ou de maladie. Leur souffrance a marqué profondément la mémoire du lieu. Au centre de ces récits se trouve la tombe de Sir George Mackenzie, un avocat surnommé Bloody Mackenzie pour sa sévérité lors des persécutions religieuses. Il est enterré dans un mausolée imposant au sein du cimetière. C'est ce mausolée qui est au cœur des phénomènes les plus inquiétants rapportés depuis la fin du XX siècle. Greffriyard est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du Royaume-Uni et les témoignages y sont particulièrement impressionnants. Depuis la fin des années 1990, des visiteurs affirment avoir été griffés ou poussés près du mausolée de Mackenzie. Ces marques apparaissent parfois sur les bras ou le dos peu de temps après la visite. Certains racontent avoir ressenti une vague de chaleur ou de froid intense en approchant du tombeau comme si l'air changeait brusquement autour d'eux. Des guides affirment avoir vu des ombres sombres sortir du mausolée ou se déplacer le long des murs avant de disparaître. Plusieurs visiteurs disent avoir entendu des gémissements lointains dans l'enclos des Covenantés alors qu'il n'y avait personne d'autre. Il existe des témoignages de malaise soudain, de vertige et même d'évanouissement dans certaines zones du cimetière. On appelle l'entité responsable de ces phénomènes le poltergeist de Mackenzie. Ce nom vient des multiples agressions rapportées dans le mausolée et ses environs. Certaines personnes refusent désormais d'entrer dans cette zone du cimetière. Elle est souvent considérée comme l'un des endroits les plus oppressants de Greffriyard. La raison pour laquelle ce lieu est si effrayant tient autant à son histoire qu'à son atmosphère. Les pierres tombales anciennes, les arbres tordus par le vent, les mausolées fissurés et les récits qui entourent les Covenantés créent un décor qui semble chargé de mémoire. Le brouillard ajoute souvent une dimension presque irréelle. On marche dans un endroit où le passé paraît encore vivant et où les murs semblent murmurer les tragédies anciennes. Greffriyard est un lieu où beaucoup disent se sentir observés. Ceux qui le visitent de nuit parlent d'une ambiance glaciale qui persiste longtemps après avoir quitté le cimetière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.